Bonjour, bonjour à tous et toutes. On est ravis de vous accueillir ce matin pour un nouveau webinaire sur la réussite de la mise en place d'une solution de gestion des talents et comment est-ce qu'on garantit la mise en place de ce type de solution. En fait, ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu les coulisses derrière un projet SIRH, un projet un peu ambitieux, on va voir, qui s'inscrit dans une histoire d'entreprise, dans une stratégie RH. Eh bien, il faut bien voir que la réussite de ce genre de projet ne se décrète pas. On peut avoir le meilleur outil, la meilleure DRH du monde, ça ne suffit pas. Il faut s'accompagner, il faut une méthodologie, sachant qu'il y a autant de cas d'entreprise, de déploiement, on va le voir ensemble, que d'histoires. Et on va faire, et je remercie vivement nos intervenants ce matin de nous accompagner pendant cette petite heure où nous allons partager sur le sujet. Merci à vous de nous rejoindre. Je vous vois arriver progressivement. Nous sommes à plus de 180 inscrits ce matin et merci d'avoir répondu à cet appel. En espérant bien sûr qu'on puisse vous livrer non pas des règles absolues, finies, mais des pistes qui pourront vous aider dans la propre conduite de vos projets. Alors, pour échanger sur le sujet, j'ai le grand plaisir d'accueillir ce matin nos trois intervenants, Émilie Muel, Clara Tenenbaum et Gabriel Lamas. Merci à vous trois. Émilie Muel, vous êtes au sein de la DRH de la Caisse des dépôts, alors une entreprise dont on va parler, une organisation, entreprise, je ne sais pas quel vocable vous préférerez, qui n'est pas tout à fait comme les autres, on va en parler dans quelques instants. Et je crois que particulièrement au sein de la Caisse, vous êtes en charge de projets ressources humaines transverses dans cette grosse maison, et c'est sur l'un de ces projets que l'on va se concentrer ce matin. Clara, chère Clara, vous êtes spécialiste du déploiement de l'outil 365 Talents dans les entreprises en qualité de consultant Customer Success. Et puis Gabriel Lamas, vous êtes associé du cabinet de conseil Kixi et votre métier, c'est précisément d'accompagner, de réussir ce type de projet, ce type de changement. Votre art, si j'ose dire, utiliser l'expression, c'est d'accompagner les DRH dans le marketing interne pour porter ce type de projet. On va regarder dans notre séquence, dans notre petite heure d'échange, à la fois le projet, les enjeux RH qui étaient ceux de l'entreprise, la méthodologie, comment est-ce que vous avez travaillé, déployé pour accompagner ce changement. Et puis finalement, on regardera ce que la situation aujourd'hui, la photo à l'instant T, sachant que tout ceci, c'est une histoire que vous êtes en train d'écrire et c'est encore en cours. Petite précision, bien sûr, vous pouvez, comme d'habitude, poser des questions. Les questions au terme de notre rencontre, on va garder une petite dizaine de minutes pour répondre à vos questions, mais n'hésitez pas à les passer au fil de l'eau et vous savez que vous pouvez les noter si vous voulez rebondir sur les questions de tel ou tel, nos participants, vous pouvez réagir. Et puis, évidemment, ce webinaire sera également disponible en replay. Alors, peut-être un point pour commencer sur le contexte du projet qu'on va vous présenter ce matin. Un projet de conduite du changement, le projet Talent et vous, mis en place au sein de la Caisse des dépôts. Et chère Émilie, je vais me tourner vers vous. De quoi s'agit-il? Quel est le contexte? Et puis, on va dire peut-être un mot aussi de la Caisse des dépôts. Alors, c'est un nom qui est commun, c'est une maison qui se transforme, c'est une maison dont les projets et dont le métier nous concerne au quotidien sans qu'on ait forcément tous conscience de ceci. Tout à fait. Alors, la Caisse des dépôts est un établissement public. Donc, nous avons parmi nos collaborateurs des agents de statut public et de statut privé. Et la Caisse des dépôts, on en entend souvent parler. C'est une grande maison au service de l'intérêt général, mais on ne sait pas toujours exactement ce que ça recouvre. Et j'ai envie de dire que ça se comprend parce qu'en fait, la Caisse des dépôts, c'est énormément d'activités. Ce sont des métiers très diversifiés, et qui sont toujours en évolution. Donc, pour vous en dire quelques mots, effectivement, nous sommes investisseurs et prêteurs au long terme, gestionnaires de mandats publics. Nous accompagnons notamment aussi le développement des territoires. Peut-être que pour que ce soit plus parlant pour vous, je peux vous donner quelques chiffres. C'est 20 milliards investis dans la transition écologique et énergétique. C'est à peu près 1000 projets engagés grâce à l'action Cœur de Ville. C'est la gestion de la retraite d'un Français sur 5. C'est mon compte formation, c'est le CPF, c'est mon parcours handicap. Et c'est aussi un Français sur 6 aujourd'hui qui habite dans un
logement social construit ou financé par la Caisse des dépôts. Donc, vous le voyez, des métiers qui sont en évolution, qui sont impactés par la digitalisation de notre environnement, de la société, et donc forcément dans nos méthodes de travail. Et le rôle de la DRH, évidemment, comme toute DRH, c'est d'accompagner ces transformations, c'est d'accompagner l'évolution des métiers et donc le développement des parcours, des parcours je dirais, de trajectoire emploi des collaborateurs, et donc aussi le développement de leurs compétences, puisque ça sous-tend leur parcours. Et donc, évidemment, dans cette optique, nous avions envie de nous doter d'un outil un petit peu novateur, un peu nouveau. Le Graal d'une DRH, c'est de pouvoir avoir une cartographie des compétences des collaborateurs et une cartographie surtout dynamique qui s'actualise. Ça, c'était important pour nous. Et enfin, nous avions vraiment besoin de leviers de sourcing. Ça, c'était également très important, de pouvoir gagner du temps sur l'identification des compétences en interne de nos collaborateurs, puisque un des objectifs très importants et qui est au cœur de notre politique RH, c'est vraiment de pouvoir développer la mobilité interne. D'accord. Et donc, Talent et vous, c'est la déclinaison de ce choix stratégique, de ce besoin stratégique dans des métiers aussi variés, parce que ces projets, finalement, sont assez, c'est presque le Graal de beaucoup de DRH, cette volonté de mettre chaque collaborateur en dynamique, contributeur, et je suis, et vous l'avez dit, de façon dynamique. Le problème, on va le voir ensemble, c'est de donner des raisons, à un moment, à des gens qui sont chargés dans leur quotidien, qui ne voient pas forcément la finalité ultime, le retour sur investissement, le temps qu'ils vont consacrer pour eux. Et c'est tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et donc, Talent et vous, c'est ça. C'est cette dynamique que vous avez voulu impulser, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'était une nouvelle dynamique. Comme vous l'avez dit, il faut réussir à convaincre toutes les populations cibles de l'intérêt, de la plus-value de l'outil. En faisant des démonstrations, etc., et en travaillant bien les messages clés, c'est ce qu'on va voir ensuite juste après. Je crois aussi que ce qui nous animait dans le choix de cet outil, qui est quand même très novateur, qui était très nouveau, on avait à l'époque pas d'outil IA en RH, très clairement, c'était aussi de démontrer que même la fonction publique, un établissement public, peut avoir des outils très novateurs, sans que ça vienne complètement rencontrer des freins ou des résistances, autant qu'on pourrait l'imaginer en tous les cas de la part des RH ou des collaborateurs et des managers. C'était aussi important pour notre marque employeur. Et on va regarder derrière dans le bilan qu'on fera là, en fin de séquence, c'est peut-être aussi un élément qui peut être marquant pour le collaborateur. Clara, je me tourne vers vous. Avant de lever le voile, si j'ose dire, sur les coulisses, la mécanique mise en œuvre pour réussir ce projet SIRH, peut-être un petit mot sur l'outil mis en place. Là, on parle de 365 talents. C'est quoi? Quel est cet outil? Alors, on est un outil qui va permettre de capter les compétences pour les mettre en mouvement. Donc, en fait, on a un outil qui repose sur de l'intelligence artificielle, ce qui va aider à construire un référentiel, comme le disait Émilie, dynamique. Donc, on capte la compétence en temps réel dans les entreprises. Et grâce à ça, on va pouvoir facilement mettre en mouvement ces compétences, donc proposer des mobilités internes, des formations aux collaborateurs pour permettre de mettre en mouvement leurs compétences dans l'entreprise. D'accord. Quelle est la mécanique pour mettre en œuvre ce type de projet? Parce que si on veut ainsi mettre en mouvement, il faut un niveau d'utilisation. Vous disiez que vous reposiez sur l'IA. J'imagine qu'il faut un niveau d'utilisation, d'adoption suffisant pour que ça commence à être pertinent. Alors, tout à fait. On a 3 piliers très importants chez 365 talents qu'on met en avant pour permettre la réussite d'un projet et donc pour permettre cet objectif de capter la compétence et de la mettre en mouvement. Le premier pilier, c'est le produit. Il est très important d'avoir un produit intuitif, simple et créateur de valeur, et qu'on associe à ce produit des cas d'usage adaptés aux besoins et aux enjeux de l'entreprise. Donc en fait, le produit, ça va être notre réel atout. Plus il est ergonomique et simple, plus l'adhésion des utilisateurs sera facile. Donc, cela permet, par exemple, de ne pas avoir à mettre en place des formations pour des milliers d'utilisateurs, puisque la plateforme, elle est suffisamment simple pour qu'on puisse l'utiliser sans.
mais ça va nous garantir aussi, le produit, que l'utilisateur reviendra sur la plateforme parce qu'elle aura suscité son intérêt. Donc voilà, le premier pilier, c'est le produit. Le deuxième pilier très important dans la réussite de nos projets, c'est l'intégration IT. Et c'est notamment la qualité des données que l'on va intégrer. Alors, la qualité des données, c'est pas forcément un facteur de succès, mais ça peut être un gros facteur d'échec, et notamment dans les projets comme les nôtres, puisqu'on repose sur de l'IA. En fait, concrètement, toute la force de l'IA, c'est que c'est une technologie qui est capable de trier de la donnée et d'en déduire des informations. Et si la donnée qu'utilise l'IA est erronée, alors ça va avoir en fait un effet boule de neige qui aboutit à avoir une information déduite par l'IA elle-même erronée. Donc, ça peut poser beaucoup de problèmes, notamment sur l'expérience utilisateur. Par exemple, dans une plateforme comme la nôtre, on va suggérer des posts aux collaborateurs. Si ces posts sont mal rédigés, par exemple, qu'il y a une description surtout de l'entreprise, mais pas beaucoup du poste en lui-même, de l'activité, des missions, l'IA, elle va avoir du mal à comprendre ce poste et on risque du coup que l'IA suggère ce poste à des collaborateurs qui, quand ils vont recevoir le poste et lire la description, ils vont pas comprendre pourquoi la plateforme leur a suggéré ce poste, vu que eux, ils ne vont lire qu'en gros une description de l'entreprise. Donc voilà, donc c'est très important pour nous que nos clients comprennent dès le lancement du projet l'importance que la data et notamment que la qualité de la data va avoir. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Et le troisième pilier de réussite du projet, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est la conduite du changement. Donc, comme je vous disais, notre objectif chez 365 Talents, c'est de détecter 100% des compétences de nos clients pour les mettre en mouvement. Pour permettre cela, du coup, il faut avoir une cartographie des compétences la plus complète possible. C'est-à-dire que la cartographie des compétences doit couvrir une grande partie des métiers. Donc, on va avoir besoin que les collaborateurs viennent sur la plateforme. Il faut savoir que nous, chez 365 Talents, on vise un minimum de 50% d'activation sur notre plateforme, ce qui est un challenge, puisqu'en moyenne, on observe autour de 20% d'activation dans les SIRH classiques. Alors, je peux vous rassurer sur ce point-là, c'est qu'on atteint ce taux de 50% chez tous nos clients, sachant qu'on va même pouvoir monter jusqu'à 80% d'activation chez certains clients pour qui l'outil est réellement un outil de prod. C'est notamment les entreprises de services et les cabinets de conseil pour qui la compétence est même un sujet de business. C'est même presque un outil obligatoire. Donc, la logique suivi de l'employabilité à l'alimentation de la donnée par le collaborateur parce que c'est un élément de sa propre employabilité interne, il en est parfaitement conscient, donc il joue le jeu intuitivement. Enfin. Ils sont intéressés en tout cas. On remarque qu'ils sont intéressés par des outils de gestion des compétences. Donc voilà, donc la conduite du changement, déjà, elle doit nous permettre de capter l'utilisateur, mais surtout, en fait, elle doit nous permettre que l'utilisateur ancre la plateforme dans ses pratiques et dans ses usages et donc qu'il se reconnecte. Il faut absolument éviter l'effet je me connecte une fois pour créer mon profil, remplir toutes les informations et ensuite je ne me reconnecte plus jamais. Et c'est sur cet objectif qu'on a beaucoup besoin, notamment des RH, des managers, pour permettre au projet de durer dans le temps. Donc vraiment, la conduite du changement, elle doit nous permettre de capter l'utilisateur, mais aussi d'ancrer la plateforme dans les pratiques. Et ce sont nos trois piliers. Oui, on comprend bien ce que peut être d'un côté la spirale vertueuse ou à l'inverse, la spirale de déception dans lequel finalement je ne vois pas ce que ça m'apporte, j'y perds un peu de temps, ça ne me donne rien de pertinent derrière, donc ça valide tout ce que vous disiez derrière. Alors Clara, si on vient sur le projet concret mené pour la Caisse des dépôts, comment est-ce que vous avez procédé, traduit un petit peu cette méthodologie? Alors, dans la phase de conception, pour la méthodologie sur la conduite du changement, on a mis 3 points en avant qui sont pour nous très importants pour le succès du déploiement et aussi du coup pour l'engagement sur le long terme. Le premier point très important, c'est l'identification des bénéfices pour les différents utilisateurs. Donc, nous, les plateformes de gestion des compétences, on est des concepts assez nouveaux, comme le disait Émilie, assez novateurs, surtout qu'en plus, on repose sur de l'IA.
Il faut être clair vis-à-vis des utilisateurs sur la valeur apportée. Et pour cela, en fait, il faut vraiment construire des cas d'usage concrets. Donc, par exemple, côté collaborateur, on va leur dire que la plateforme va leur permettre de valoriser leurs atouts en interne et va leur apporter une aide à la réflexion sur leur carrière. Côté manager, on va plutôt mettre en avant le fait que la plateforme va leur permettre de découvrir les compétences de leur équipe, en fait, via des outils de data visualisation. Et côté RH, on a encore un autre cas qu'on peut mettre en avant, c'est par exemple que la plateforme va leur permettre d'anticiper la transformation des métiers. Donc, en fait, il est vraiment important que chaque utilisateur comprenne la différence de notre outil par rapport aux autres outils existants, qu'ils comprennent dans quelle situation ils doivent utiliser l'outil et surtout quels sont les bénéfices associés à l'outil. Donc ça, c'est le premier point, il faut identifier des cas d'usage concrets. Le deuxième point qu'on a mis en avant avec Émilie pour ce lancement, c'est l'intense communication au lancement. Donc, pour permettre une communication intense au lancement, il faut que cette communication, elle vienne d'en haut, donc de la direction, mais aussi d'en bas, donc des managers, des RH, des ambassadeurs. Il faut faire en sorte que la plateforme soit le plus visible possible. En fait, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est que on veut que la plateforme, elle incarne plus qu'un outil, elle incarne réellement une vision pour donner envie et montrer que c'est un projet en fait sur le long terme. Par exemple, dans ce cas-là, on va par exemple pousser nos clients à créer une marque, une identité visuelle pour la plateforme pour qu'elle incarne plus facilement cette vision. Donc, par exemple, avec Talent et vous, voilà, c'est la plateforme de la caisse, on lui a donné son petit nom, elle a une charte graphique qui lui est propre, qui est différente de la charte graphique de la caisse. Donc, voilà, on lui a vraiment créé une identité. C'est important pour nous d'aller très fort au lancement parce qu'on sait on peut aller jusqu'à chercher les 60% d'activation dans les 3 premières semaines. Et on sait aussi que plus le temps passe, plus il est dur d'aller chercher l'activation. Donc, c'est important, cette intense communication au lancement. Et le troisième pilier très important, c'est l'engagement des RH, des managers et des sponsors. C'est ce qui va nous permettre en fait de tenir en haleine. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un engagement long terme sur la plateforme et donc en fait de provoquer une véritable transformation dans la gestion des compétences et des carrières. Si le collaborateur se met en mode « je suis acteur de ma carrière », s'il fait l'effort de se connecter, de compléter son profil, mais qu'il n'y a personne en face, c'est-à-dire que les processus n'ont pas évolué, ça va poser un problème sur le long terme. L'onde de changement, elle doit être forte, c'est-à-dire que nous, on fait en sorte que le collaborateur soit acteur de sa carrière. S'il fait l'effort de se dévoiler, de compléter de la data et que les RH et les managers ne prennent pas en compte ce retour, on va avoir le risque que le collaborateur se désengage de la plateforme. Et donc, c'est un sujet très important à prendre en compte. D'accord. Donc, on comprend l'ambition, on voit bien le projet stratégique, on voit ce qu'on disait au début, c'est que l'outil peut être excellent. Ensuite, ce qui va compter, c'est les conditions de mise en musique. Je me tourne vers Émilie et je vais faire réagir Émilie. Votre micro est activé, super. Et Émilie, je crois que vous avez fait un choix. Comment est-ce que vous avez décliné tout ça au sein de la caisse? Et vous avez fait un choix, je crois, c'est de commencer avec un pilote, un POC. Oui, tout à fait. Nous avons préféré commencer par un pilote parce que nous trouvions que c'était, pour un outil de ce type, un mode de fonctionnement agile, un peu en test and learn, qui nous permettait en fait d'être un petit peu serein dans le test de cet outil. Les équipes RH qui étions pilotes, nous avions vraiment envie de déployer cet outil, mais nous voulions tester auprès de nos autres collègues de la filière RH et auprès des collaborateurs et des managers quelles était l'adhésion. Donc, la première chose, effectivement, ça a été de se dire, très bien, nous allons tester pendant 3 mois auprès de 900 personnes issues de l'ensemble des directions de l'établissement public Caisse des dépôts, quelle que soit leur appartenance à une direction, un service, quel que soit leur âge, etc. Voilà, vraiment, nous n'avons pas voulu cibler des profils. Nous avons vraiment voulu avoir un échantillon très représentatif. Nous avons fait une communication, donc déjà à l'époque assez digitalisée, justement pour commencer à développer une marque, un petit peu une identité de cet outil.
Et puis, en fait, nous avons vu très rapidement des retours très positifs, beaucoup de questionnements, beaucoup d'intérêt, une activation déjà assez forte. Il faut rappeler que c'était vraiment sur la base du volontariat et ça l'est toujours aujourd'hui. Et ça nous a permis de fonctionner de façon vraiment très agile parce que, en fait, nous avons vu rapidement quels étaient les messages clés qui étaient bien compris, quels étaient ceux peut-être qui n'étaient pas suffisamment clairs, qu'est-ce que nous devions travailler, quelles étaient les questions les plus fréquemment posées. Et donc, ça nous a permis de développer très rapidement des supports sur lesquels nous nous disions c'est parfait, nous allons pouvoir capitaliser sur cette démarche si nous déployons et généralisons l'outil. Et puis, ça nous a permis surtout, au bout de 3 mois d'utilisation, de mener une enquête auprès des participants pour avoir un petit peu leur retour. Et en fait, le retour était très positif, puisque la grande majorité des personnes interrogées nous disaient qu'effectivement, il fallait creuser le sujet et le continuer. Ce qui était très intéressant, c'est que nous nous sommes appuyés, nous, équipe RH, sur notre fabrique digitale interne et les data scientists, puisque il faut être honnête, hein, l'IA, pour moi, c'était quand même un petit peu conceptuel. Je ne suis pas une spécialiste des algorithmes. Et donc, ça nous a vraiment aidé de travailler en partenariat avec 365 Talents et nos data scientists pour aussi identifier, en fait, peut-être des axes d'amélioration, d'optimisation que nous pouvions donner. Et ça a été une clé de succès aussi, puisque ça nous a permis en fait d'accompagner 365 talents, d'identifier avec eux peut-être dans leur roadmap des petites actions qui pourraient être faites en supplément. Et puis ça a donné lieu évidemment, et c'est toujours le cas, à l'évolution de l'outil. Ce qui nous a permis vraiment de nous dire très bien, on a ce pilote qui nous permet de tester. On teste l'adhésion, on teste le fait que c'est bien cet outil qu'il nous faut, qui répond à nos attentes. Et à la fois, on se projette comme ça sur une généralisation de l'outil avec des leviers d'optimisation par rapport à ce qu'on a pu diagnostiquer pendant cette phase de pilote. Émilie, qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, que vous n'attendiez pas? Qu'est-ce que la phase de pilote, quels sont les points de vigilance ou les choses que vous avez fait évoluer? Alors, il y a une chose très importante qui a évolué, et je pense que ça, c'était vraiment, vraiment incontournable, c'est que les collaborateurs, souvent leurs questions, ce n'étaient pas des questions de résistance par rapport à l'IA ou l'algorithme. On attendait des questions de type « Ah, mais ça veut dire que les outils vont remplacer les RH ?» On n'a jamais eu ces questions-là. Donc déjà, ça, c'était très bien. Souvent, la question qu'on avait, c'était « Mais je ne comprends pas pourquoi l'outil me pousse cette suggestion d'opportunité. Vraiment, je ne comprends pas. » Et donc, ça, c'était très important parce qu'il y avait 2 leviers d'explication qui ont pu être ajustés. Premier levier, c'était une suggestion peut-être qui n'était pas complètement adéquate, mais parce que le collaborateur n'avait pas suffisamment donné d'informations, n'avait pas suffisamment bien rempli son profil pour que l'outil puisse en faire des déductions vraiment utiles. Et là, en fait, tout simplement, ce qui a été ajouté sur l'outil, c'est une jauge, un petit peu comme on peut les avoir sur les réseaux sociaux d'entreprise, qui permet au collaborateur de savoir où il en est, est-ce qu'il a bien rempli son profil et donc est-ce qu'il va avoir des suggestions personnalisées. Et l'autre chose, c'était de se dire, mais en fait, ça c'est vrai que notre process, là, il fait un petit peu boîte noire. Ce qu'on pourrait dire quand le collaborateur reçoit une suggestion, c'est pourquoi j'ai reçu cette suggestion? Quelles sont les compétences qui sont dans mon profil, qui sont dans l'opportunité et qui matchent? Et ça a également été mis en place. Et donc, en fait, au moment de la généralisation de l'outil, on a vu disparaître toutes ces questions. D'accord. La data, ça a été une surprise pour vous, le besoin de travailler sur vos data en interne ou pas? Oui et non. Alors, on se doutait qu'il y aurait un travail effectivement sur ces sujets-là. En revanche, peut-être pas aussi en profondeur. Alors, l'avantage de 365 Talents, c'est qu'ils sont vraiment capables d'aller faire des travaux précis et de nous remonter, en fait, les points un petit peu bloquants, ce qui fait que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on gagne du temps là-dessus. On ne cherche pas indéfiniment la source d'un problème. Après, ça veut dire qu'il faut mobiliser les acteurs RH. Sur les fiches de poste, notamment, Clara le disait, hein, sur une annonce, sur une offre, il faut être très clair sur les compétences recherchées, sur les missions, les activités. Sinon, effectivement, l'algorithme n'a pas assez d'informations. Il faut aussi éviter des termes très génériques, aussi bien côté collaborateur dans la déclaration de compétences que dans les descriptifs, comme le mot, je donne l'exemple qu'on a beaucoup travaillé avec Clara, le mot gestion. Qu'est-ce que veut dire gestion?
C'est très large. Voilà, et donc ça pouvait être une source un petit peu de problématique. Et puis après, sur le référentiel de compétences, nous avons beaucoup travaillé avec Clara. Le pilote nous a beaucoup aidé à identifier ce que l'outil comprenait bien, ce que l'outil comprenait moins bien. Et avant de généraliser l'outil, nous avons beaucoup creusé, alimenté le référentiel de compétences Talent et vous, 365 talents, pour essayer effectivement de l'alimenter, de l'enrichir, pour que ça aide l'outil dans ses suggestions et que ça soit un petit peu plus efficient rapidement. D'accord. Petite question, et d'ailleurs elle s'adresse aussi à Clara. Bon, on a eu ce POC, cette phase d'expérimentation sur 900, l'objectif 6 c'est 6000. Une fois qu'on a compris, on peut dire, le travail est fait, on a sécurisé, on a identifié les zones de risque. Et bien pourtant, Clara, vous avez prescrit, conseillé autre chose, l'intervention dans la tiers, dans l'opération, et vous avez proposé à la Caisse, je crois, un accompagnement par des spécialistes de l'accompagnement du changement. C'est comme ça qu'on dit, je reviens à… Non, elle est là, Clara. Voilà, j'ai retrouvé Clara. Pour quelle raison? Parce qu'on a dit, on a sécurisé, on a le bon outil, tout va bien. Et pourquoi fallait-il travailler sur cet accompagnement du changement, sur le marketing interne? Alors, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on avait pu travailler sur le POC, donc sur 1000 collaborateurs à peu près. Après, les piliers qu'on met en place dans le cadre de la conduite du changement que je vous ai présenté juste avant, ces piliers, il faut les remettre en place dans le cadre d'un déploiement global, c'est-à-dire qu'on ne peut pas capitaliser sur ce qui s'est passé avant, il faut recréer les actions de change, etc. Et on savait, avec Émilie aussi, je pense, que ça allait concerner 6000 personnes qui étaient situées dans différentes régions et qu'en fait, en plus, on était dans une situation difficile. Hein. C'était un déploiement pendant la pandémie. Donc, on était quand? Oui, d'ailleurs, c'était quand le POC et on se situe quand dans le temps? Le POC, c'était en 2019, au début de l'année 2019, et le déploiement, c'était en mai 2020. Donc, on avait prévu normalement en mars 2020, et du coup, on a dû décaler en novembre 2020. Il s'est passé des petites choses entre deux, et on était à peu près sur le timing le plus compliqué. Voilà, on était sur un timing compliqué, on était sur un contexte compliqué, on était du coup aussi sur le fait qu'on avait on n'avait plus de contact physique avec les collaborateurs. Bref. Le fait qu'on déploie sur 6000 personnes situées dans différentes régions et dans un contexte vraiment pas facile, on s'est dit qu'on allait avoir besoin d'un partenaire pour nous aider, en fait, pour nous accompagner. Et on avait besoin que ce partenaire partage les mêmes valeurs et la même vision que nous de la transformation des métiers RH. Mais ça aurait été difficile, je pense, d'assumer tout ce changement juste sur les épaules d'Émilie. D'accord. Alors, c'est là que je me tourne vers Gabriel. Kixi, alors, dites-moi en quelques mots, c'est là que vous intervenez, Gabriel. Quel est votre métier chez Kixi? Alors, vous l'avez compris, il ne suffit pas d'envoyer une newsletter pour que la conduite du changement ou que la communication… Que la vie serait simple. Une autre chance. Et donc, merci pour votre question, Fabien. Kixi, on est un cabinet de conseil et on est surtout des experts de l'accompagnement à la transformation et à la conduite du changement. Et alors, notre chance, c'est en plus d'avoir un positionnement et une maîtrise très forte des enjeux des directions des ressources humaines et donc une vue très précise des besoins dans le cadre d'un projet de transformation RH. Et nos missions, elles sont principalement orientées autour des sujets d'évolution de l'expérience du collaborateur, de l'engagement au service, in fine, de la performance de l'entreprise. On accompagne des clients de l'envergure de la Caisse des dépôts précisément sur ces sujets avec une partie ou une démarche très forte autour du marketing dans nos interventions, précisément pour travailler sur les messages et les actions adaptées à chacune des cibles impactées par le changement dans l'organisation. Alors, dans le projet Caisse des dépôts, la Caisse vient vous chercher à quel moment? À la fin du POC, au début du passage à l'échelle? C'était quoi l'idée? À la fin du POC, c'était très intéressant parce que pour le coup, c'était un POC réussi. Donc, moi, ce que j'ai trouvé très positif, c'est plus facile. de pouvoir rebondir, passer au passage à l'échelle, mais se dire qu'on a besoin d'avoir peut-être de structurer des choses de manière un peu différente et de réfléchir avant le lancement sur comment on s'assure et on garantit
l'adhésion des collaborateurs, la bonne communication et puis l'engagement des collaborateurs dans le temps sur cette plateforme. Alors, concrètement, comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez préconisé, qu'est-ce que vous avez recommandé pour travailler cette dimension marketing? Parce qu'une façon de voir le POC, c'est aussi, OK, le POC a fonctionné, mais c'était aussi les gens les plus sensibles au sujet, les gens qui ont été volontaires pour s'engager les démarches. Est-ce que c'était pas… Alors, on a validé l'outil, c'est bien, il répondait à leurs attentes, mais on était sur la tête de pont, les early adopters, Mais après, je pense que ce qui était intéressant dans cette rencontre, c'est que le match était parfait entre les équipes et Clara qui porte ce sujet et qui l'a très bien expliqué, toute la vision et l'ambition autour de la conduite du changement. Le second point, c'était que Émilie avait une vraie volonté de faire la promotion de cette nouvelle ambition et non pas simplement la promotion d'un outil. Je vais prendre une métaphore très simple. Vous êtes une entreprise, vous souhaitez lancer une nouvelle offre de service ou un produit sur votre marché. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez adapter votre stratégie, soit de pub, soit de communication, ainsi que vos supports, vos messages clés, vos canaux de communication. En tout cas, vous allez travailler tout ça en fonction de la cible que vous visez. Quand vous êtes une direction des ressources humaines, finalement, c'est pareil. Vous voulez déployer une nouvelle offre de service, eh bien, on vous accompagne, experts. En tout cas, c'est notre mission dans la construction, la promotion et la diffusion de votre offre de service. Et l'objectif, c'est toujours pareil, de toucher le client interne, donc les managers et les collaborateurs, et bien sûr les équipes RH. Ouais. Matériellement, je crois que vous avez, enfin, je ne sais pas qui est à l'origine de la démarche, l'idée, c'était de s'appuyer sur des relais, les ambassadeurs. De quoi s'agit-il? Alors, tout à fait. Alors, juste en introduction, pardon, de cette notion d'ambassadeur, je vais quand même vous raconter comment on a construit notre accompagnement. Effectivement, on s'est rencontrés au moment du passage à l'échelle. Donc, il y avait un certain nombre d'actions qui avaient été réussies et sur lesquelles on pouvait capitaliser. Et puis, maintenant, il fallait démultiplier, atteindre une cible assez importante. Néanmoins, dans un délai très court, et c'est ça qui fait la force, je pense, de 365 talents aussi, c'est d'une part le fait que l'outil soit simple de prise en main, mais d'autre part que le déploiement se fasse de manière assez rapide et pragmatique. Ça correspond bien à ce que l'on porte en termes de positionnement chez Kixi, agilité, pragmatisme, et on a construit une démarche très courte en 3 temps, construire, diffuser, mesurer, et sans rentrer dans les détails pour ne pas perdre certains de nos auditeurs, mais il y avait une partie de construction, donc de toute la stratégie de change management et du plan de communication, basée non pas sur du travail en chambre, mais sur une démarche participative qui s'appuyait sur des focus group réalisés avec des collaborateurs, des managers et des populations RH de la Caisse des dépôts. Et ça, c'est déjà une première vision marketing, parce qu'on s'est attaché à bien comprendre qui étaient les personnes qui pouvaient nous apporter des retours terrain et de la vision sur les actions à mettre en place et éventuellement les freins et les résistances déjà perçues sur le terrain. Donc, on a travaillé autour d'une démarche de persona pour comprendre qui sont les collaborateurs, managers RH à la Caisse des dépôts. Ça nous a d'ailleurs permis de voir que dans les focus group RH, on avait différentes populations qui se distinguent des organisations classiques, avec des conseillers de proximité, chargés de recrutement et de mobilité, qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui ont des choses à nous partager pour construire ce plan de communication et de change management. Un petit rebond, Gabriel, on y reviendra tout à l'heure, je vous livre juste une réflexion de Jean-Baptiste. Vous dites, on a fait ça assez rapidement, Jean-Baptiste, en disant entre début 2019 et puis fin ou mi-2020, c'est déjà un délai assez long. Oui, alors très juste. Alors moi, je parlais plutôt de la partie, on construit le plan de communication et le plan de conduite du changement et on déploie. Ça, pour le coup, ça s'est fait en 3-4 mois, hein, si je ne dis pas de bêtises, Émilie. Moins que ça, même. Voilà, moins que ça, hein, ouais. Peut-être juste rappeler qu'en fait, c'est le POC qui s'est déroulé sur 2019, qui a commencé en janvier, qui s'est vraiment fait sur la phase dure pendant 3 mois. Mais après, on a laissé les collaborateurs avec leur accès à l'outil. On attendait quelques évolutions, quelques améliorations de l'outil pour le généraliser. C'est ce qui fait qu'on avait prévu de le généraliser seulement au mois de mars, ensuite 2020. Mars 2020, pandémie, donc nous avons un petit peu suspendu les travaux et nous avons repris tout ça au mois de novembre. Mais en revanche, avec Gabriel, vraiment les choses se sont structurées, si je me souviens bien, à partir de
septembre 2020 et pas début septembre, hein. Donc non, ça s'est fait vraiment très rapidement avec un accompagnement efficace en peu de temps. Et vous aviez imaginé en amont, vous, de votre côté, la possibilité d'aller chercher, pardon, on dit accompagnement du changement, oui, mais qui sont en fait aussi des gens qui vous accompagnent dans une démarche marketing interne pour la RH? Vous y avez pensé ou c'est arrivé de façon… C'était une proposition de 365 talents, effectivement, au moment où on a commencé à se projeter sur la généralisation de l'outil. Et c'est une option que nous avons vite validée en interne parce que nous avions clairement besoin d'un accompagnement, surtout dans ce contexte-là. Nous ne voulions pas rater le lancement. Nous voulions, encore une fois, avec un objectif aussi de marketing RH, nous voulions une communication qui soit à la hauteur de cet outil et de son côté novateur. Et puis enfin, le pilote nous avait permis de dessiner des supports, mais qui, pour moi, n'étaient pas encore suffisamment… comment je pourrais dire ça? Par exemple, je donne un exemple vraiment très pragmatique. On aime bien. Sur tout simplement l'accompagnement sur les fonctionnalités de l'outil, nous avions mis en place plutôt ce qui était de l'ordre de fiches pratiques. Ouais. Voilà, bon, très clairement, pour un lancement, il nous fallait des vidéos tutos, il nous fallait des choses plus modernes. Ouais. C'est là que la dimension marketing intervient. C'est-à-dire que plaçons-nous dans la situation de l'utilisateur final. Il faut donner envie. Les ambassadeurs, c'était une idée de Gabriel, Clara, ou c'était, vous l'aviez imaginé chez vous, l'idée de s'appuyer sur des relais, des gens qui vont porter en interne un peu partout dans l'organisation? Gabriel, ça, je vous rends la main parce que je crois que c'était votre idée et c'est vraiment Alors, votre sujet. Alors, Gabriel, ce qui appartient à Gabriel. Oui, ça me paraissait, dans la phase de diffusion, un facteur clé de succès non neutre compte tenu de la structuration de l'équipe et puis de la cible à atteindre. Donc, au-delà de formaliser des kits d'éléments de communication ou de kits de conduite du changement, nous, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est avec Émilie, de structurer, de lancer et d'animer un réseau d'ambassadeurs parce que c'est eux qui sont des véritables relais sur le terrain de ce déploiement, même dans un cadre à distance. C'est eux qui connaissent bien les populations cibles, les différents établissements, le territoire, etc. Et c'est eux qui nous ont permis de construire toutes les matrices d'impact, tous les messages clés que l'on allait diffuser ensuite aux collaborateurs et sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour eux-mêmes être notre bras armé, notre relais sur le terrain. Donc, c'était vraiment important à la fois de créer cette démarche un peu nouvelle pour l'équipe RH, de la structurer, et puis de faire en sorte que ce réseau d'ambassadeurs, il puisse poursuivre son accompagnement une fois que Kixi est parti. Donc, c'était vraiment un des points clés de la démarche. C'était tous des gens qui avaient participé au POC ou pas? Ou comment est-ce qu'on les a recrutés? Les ambassadeurs. Je ne sais pas si c'est Émilie ou Gabriel. Je peux peut-être plus facilement répondre à cette question. Alors, côté collaborateurs, non, nous avions des personnes qui avaient participé au POC et d'autres qui découvraient l'outil, parce que ça nous amenait aussi un regard neuf dont nous avions besoin. Côté ambassadeur un petit peu issu du top management, là évidemment tout le monde avait été embarqué dès le POC, donc on avait des personnes qui étaient déjà intégrées au projet. Et côté RH, nous avions forcément côté RH 2 RH qui avaient participé au POC également. Mais je dirais parmi les RH que nous avions choisis, une personne avait été mon ancien manager, avait effectué une mobilité. Et donc était un peu aussi le papa de l'outil entre guillemets. Et donc nous avions vraiment envie que sur ces nouvelles fonctions il puisse être ambassadeur. Et l'autre RH choisi avait suivi, mais d'un petit peu plus loin, et nous a apporté, je trouve, Gabriel, Virginie a vraiment apporté une vision, nous a challengé, nous a demandé des choses supplémentaires, et ça c'était très enrichissant. Comment est-ce que vous les avez équipés, nos fameux ambassadeurs? Parce qu'une fois on a des relais, des gens qui ont compris, qui ont envie de jouer le jeu et qui vous font des remontées, c'est bien. Maintenant, pour qu'ils relaient, il faut leur donner des outils, des kits. Comment avez-vous travaillé avec eux? Alors, pour le coup, effectivement, Fabien, très juste, il faut leur donner des kits, des outils, des argumentaires, et puis toutes les vidéos, les outils de teasing que l'on avait créés et que l'on a mis à disposition de l'équipe.
Et puis, à côté de ça, il faut outiller cette démarche. Donc, en l'occurrence, on avait profité de la digitalisation de la Caisse des dépôts et de la mise en place d'un certain nombre d'outils collaboratifs, participatifs dans l'organisation. Donc, on s'est appuyé à la fois sur un réseau social interne pour une partie de diffusion de l'information, mais surtout d'une organisation qu'on a créée autour des outils, que sont Teams en l'occurrence, SharePoint, etc., pour leur donner un cadre digital qui leur permette de se réunir, de partager de l'information, de partager des retours terrain, d'avoir accès à toutes les ressources qui leur seront nécessaires dans leur rôle d'ambassadeur et dans leur job de diffusion finalement de l'information. Et puis, nous, ce que l'on a organisé, ce sont des flash call ambassadeurs toutes les semaines, en tout cas au début, qui se font toutes les 2 semaines, mais qui permettent, via cette plateforme collaborative, d'avoir un moment privilégié où l'on réunit tous les ambassadeurs, on échange sur les opportunités d'aller plus vite sur le déploiement, sur les difficultés, sur des irritants sur le terrain, et ça leur permet de partager, de mettre en place une démarche d'amélioration continue pour eux et d'alimenter le plan de conduite du changement, et puis d'avoir accès à une plateforme, en tout cas un outil digital qui leur permette de faire ce travail convenablement. Donc, c'était vraiment important de les outiller. Et Émilie, nos fameux ambassadeurs, vous envisagez de les utiliser parce que finalement, vous avez constitué une équipe qui peut être un relais. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez envie de capitaliser? Parce que pour la RH, c'est intéressant d'avoir comme ça un réseau. Et puis, on a expliqué avec Gabriel que Teams permettait d'animer la communauté. Est-ce que c'est pas un levier pour la suite? Oui, c'est vrai que c'était un peu, je dirais, un déploiement serein grâce à eux. Comme l'a dit Gabriel, en fait, on a pu, avant même le déploiement de l'outil, leur présenter tous les supports, tout ce que nous faisions. Ouais. Ça, c'est super parce que ça permet de tester en fait un petit peu en avance de phase, d'avoir des retours, de pouvoir co-construire avec eux. Donc, eux étaient évidemment valorisés aussi dans leur rôle. Leur avis comptait réellement et avait un impact sur notre conduite du changement. Donc, je pense que c'était important pour eux. Et ensuite, effectivement, après le déploiement, ça nous permettait d'avoir des remontées du terrain et de pouvoir ajuster un tout petit peu les outils ou la diffusion. Ou de nous dire finalement tel support n'a pas forcément été vu, comment est-ce qu'on peut remettre un coup de projecteur dessus, par quel biais. Ensuite, ce qui a été très important, que ce soit des ambassadeurs RH ou collaborateurs, c'est qu'eux-mêmes, auprès de leurs équipes et de leur entourage, ont pu relayer un certain nombre d'informations. Donc, de moi-même, je n'aurais pas forcément pensé à ce réseau d'ambassadeurs tel que nous l'avons fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très clairement au sein de notre filière RH une démarche que nous pensons généraliser. Oui, mais ce que je voulais dire justement, Émilie, c'est que ces gens-là peuvent vous accompagner sur le prochain projet SIRH des groupes. En disant, non, mais vous avez une communauté constituée de gens qui sont ouverts et qui ont une capacité à relayer comme ça. C'est intéressant. On a quand même un sentiment de création de valeur. Tout à fait. Alors après, je pense qu'il ne faut pas s'enfermer et qu'il faut pouvoir diversifier les personnes qui participent. Que ce ne soit pas toujours les mêmes, parce que c'est quand même une charge importante de travail pour eux. Alors, mais en revanche, effectivement, c'est un gain. On va peut-être enchaîner assez rapidement sur les résultats, le délivrable derrière, parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet. Est-ce que vous avez déjà des éléments pour jauger? Parce qu'on a bien compris, le niveau d'adhésion, je crois que les 50% d'adhésion minimale, dont on a bien compris pour Clara qu'ils étaient la condition pour pouvoir travailler, sont atteints. On en est où aujourd'hui? Qu'est-ce que ça crée comme valeur? Est-ce que vous avez déjà des indices de réussite et de ce qui a pu moins marcher à ce jour au regard des objectifs? Tout à fait. Alors, ce que je peux vous donner comme premiers résultats qui ont été plutôt rassurants dès le départ. Donc, nous avons déployé autour du 15 ou du 20 novembre 2020 avec un objectif d'atteindre au 1er janvier à peu près on s'était dit entre 30 et 35% d'activation des comptes. Ce qui était pour nous un signe positif. Clara avait pu nous aiguiller un petit peu sur les moyennes d'activation qu'elle avait chez ses clients. Le premier signe très fort, c'est qu'au 1er janvier, nous étions déjà, si je ne dis pas de bêtises, Clara, dans mes souvenirs, au moins à 40%, 40-45% assez facilement. Donc, en fait, nous avons eu très rapidement des taux d'activation assez élevés. Je rappelle que nous avons déployé l'outil sur la base du volontariat. Donc, cette communication, elle a été aussi intense et forte
parce que comme nous ne voulions pas forcer les collaborateurs à l'utiliser, nous voulions susciter l'adhésion et l'envie. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir un premier feedback positif là-dessus. Un chiffre aussi que je trouve très intéressant, c'est le nombre de profils pertinents. Alors, un profil pertinent, c'est un collaborateur qui active son compte, mais qui aussi met suffisamment à jour son profil pour qu'il soit pertinent du point de vue de l'algorithme. Ce n'est pas le collaborateur qui est venu, qui a vu de la lumière, qui a activé son compte, qui a regardé, puis finalement, ça ne lui a pas plu et qui n'est jamais revenu. Et ce taux de profil pertinent, il frôle les 70%. Donc, ça veut dire qu'effectivement, non seulement les collaborateurs activent leur compte, mais qu'ils sont effectivement dans une démarche approfondie par rapport à l'utilisation de l'outil. Ça, c'est un signe aussi important. Le deuxième signe important, qui est peut-être plus qualitatif que quantitatif, mais c'est aussi intéressant, c'est que nous avions déployé cet outil au départ uniquement sur nos collaborateurs internes, les collaborateurs permanents. Nous ne l'avions pas fait sur les contractuels, les apprentis et les stagiaires. Et en fait, très rapidement, la population RH nous a demandé d'élargir ce périmètre, ce que nous avons fait, ce qui est fait depuis le 15 mars. Et donc là, aujourd'hui, nous avons sur la plateforme 6482 collaborateurs. Donc nous avons un taux d'activation aujourd'hui qui doit être autour de 52-53%, qui a forcément du coup un petit peu baissé, puisqu'on a ajouté des personnes qui sont en cours effectivement d'activation, mais on est toujours sur un taux de pertinence de profil qui, lui, n'a pas bougé. Donc ce qui prouve que ceux qui s'inscrivent sont effectivement convaincus. Alors, c'est intéressant. Allez-y, pardon, Émilie. Oui, et simplement peut-être une dernière chose, c'est que lorsque les collaborateurs se voient suggérer des opportunités, ce qui est très important, c'est qu'ils fassent des feedbacks pour dire si ça correspond ou non, puisqu'en fait, l'outil va apprendre de ces retours. Et donc, il y a un feedback oui, et puis il y a des feedbacks non, qui peuvent être parce que j'ai déjà exercé le poste, parce que je suis trop senior pour ce poste, etc. Et donc, on suit un petit peu l'évolution de ces chiffres. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que le oui, il est en constante augmentation et que là, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Et donc, ça nous prouve bien aussi que l'outil apprend et qu'il fait bien le job qu'on attend de lui et que la promesse est bien au rendez-vous. Oui, ça valide ce que nous promettait Clara, c'est qu'il faut du volume pour que l'IA devienne pertinent. Ce que je note aussi qui est très intéressant et que vous nous dites ce matin, c'est que ça s'inscrit bien dans une stratégie RH, parce que le fait d'ouvrir aux contractuels, le fait d'ouvrir aux alternants, ça devient un outil, alors on va dire de sécurisation, je ne sais pas, mais ça l'institutionnalise comme étant la volonté stratégique RH de la caisse d'ouvrir des perspectives à des gens qui n'ont pas le lien standard, statutaire ou contrat de travail du collaborateur de la caisse. C'est un outil stratégique RH. Tout à fait, il porte complètement notre politique RH. Notre politique RH, son premier levier, c'est favoriser nos collaborateurs internes, leur offrir des parcours d'évolution professionnelle qui soient peut-être aussi moins linéaires que ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Je pense que la carrière d'un collaborateur aujourd'hui a évolué, on change plus facilement de métier, etc. Il fallait aussi porter cette dimension-là, et l'outil le fait très bien. Mais au-delà de ça, nous avons aussi des engagements vis-à-vis des jeunes. Et lorsqu'on accompagne un jeune, qu'on contribue au financement de sa formation par l'apprentissage, on a aussi envie de pouvoir leur offrir des perspectives d'évolution. Puis nous avons des contractuels, la fonction publique, on peut avoir des contractuels sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Et donc là, c'est de la même façon. Un collaborateur qui a été en partenariat avec nous pendant autant de temps, qui donne satisfaction, si nous avons des opportunités qui peuvent s'ouvrir pour lui, nous avons aussi envie d'ouvrir ces perspectives et de donner à voir ces perspectives. Et ça, effectivement, c'est nouveau par rapport au pilote. Je vais commencer à prendre, et pour répondre à la question, et j'ai une question qui vient d'arriver de Jean-Baptiste qui est intéressante. Est-ce que vous voulez aller au-delà ? Vous avez peut-être des intérimaires, des consultants, des fournisseurs auxquels, dans certaines conditions, on pourrait imaginer d'ouvrir pour alimenter le vivier de recrutement. Est-ce que c'est des réflexions en cours ou pas ? Très peu d'intérimaires à la Caisse des dépôts. Sur la question des sous-traitants, pas énormément non plus. Donc, le sujet ne s'est pas encore posé. Il faut dire que peut-être qu'on a posé là la première brique, qui était d'ouvrir déjà aux contractuels, aux alternants et aux stagiaires. On va voir ensuite comment ça fonctionne en fonction aussi des chiffres que l'on voit sur l'activation de leur compte. Oui, je vais faire réagir Clara et je reviens vers vous après sur le sujet. Clara, ce qu'on a comme élément pour jauger la réussite ou pas, taux de transformation, fiabilisation progressive de l'IA, comment s'inscrit la CDC dans la communauté des clients avec lesquels vous avez pu travailler, en clair, dans cette histoire, qui permet
d'évaluer et d'apprécier la réussite ou non du projet? Alors, le tracking de la réussite, de la pertinence de l'IA, c'est des sujets dont on parle énormément avec nos clients. On en parle d'ailleurs dès le POC et on continue d'en parler dans les déploiements aussi. Et nous, on a des indicateurs qu'on va traquer. Donc, c'est aussi bien des indicateurs quantitatifs que qualitatifs. Donc, c'est vraiment important pour vraiment jauger de l'adhésion à la plateforme, de l'appropriation de la plateforme et de la pertinence de l'IA. On a besoin d'avoir ces deux types d'indicateurs. Donc, concrètement, comment ça se passe? C'est soit on établit des indicateurs qu'on va suivre tous les mois et on se donne des objectifs et on contrôle si ces objectifs sont atteints ou si on les a dépassés, comme le disait Émilie. Et on va aussi pousser notamment des enquêtes. Donc, Émilie et Gabriel en ont un peu parlé. Mais c'est vrai que ces enquêtes, elles sont très importantes parce que c'est vraiment, on contacte le collaborateur et on lui pose des questions sur la pertinence et l'adhésion à la plateforme. Et en fait, c'est vraiment un moyen d'échange du collaborateur. Vu que ça va être plus ouvert, on va avoir plus de verbatim. Et c'est un très bon indicateur que nous, on suit et qu'on pousse beaucoup auprès de nos clients. Je vous livre une question, alors je me tourne vers Émilie, elle est toujours sensible à la question, mais Vincent nous demande, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de déploiement? C'est compliqué aussi de savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est tout l'accompagnement? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, le coût de déploiement, pour être très, très franche, je ne l'ai pas forcément complètement en tête. Là, je pense que c'est peut-être plus Clara qui pourra répondre. Peut-être un ordre de grandeur, si c'est compliqué sur l'histoire de la caisse. Est-ce qu'on parle de centaines de milliers, de millions d'euros? Est-ce que ça s'inscrit? Est-ce que l'investissement initial est important versus la durée de vie du projet? Parce que on comprend qu'il a vocation à être pérenne dans l'entreprise. Quel élément d'analyse on peut donner sur le coût de déploiement d'une telle solution? Ah, on n'a pas le son. J'ai besoin de votre son, chère Clara. Pardon, c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que ça dépend beaucoup du contexte de chaque entreprise. Donc, je suis d'accord. Et si on veut donner des ordres de grandeur, je sais pas, mais elle est normale cette question, Clara. Oui, Gabriel va nous sortir de là. Non, mais si je peux me permettre, je n'ai pas du tout de chiffres, donc je ne vais pas répondre à votre question. Au revoir, Gabriel. Néanmoins, le coût, il est forcément bien moindre que déployer toute une plateforme de gestion des talents la plus complète possible d'un coup. En revanche, Émilie parlait d'agilité, elle parlait en amont de la connexion, de la capacité à tester des choses, à apprendre. Et je pense que c'est ça qui est une des forces de ce projet. C'est une première brique de la transformation de la fonction RH. Et je pense que ce n'est pas tant le budget là qui était important, mais la capacité à avoir une vision, une trajectoire, à démarrer par un POC, par un petit périmètre, même si les 6 000 personnes vont pouvoir faire beaucoup de choses. Mais l'objectif, c'est que cette nouvelle offre de service qui s'appuie sur l'outil 365 Talents va pouvoir grossir, gagner en fonctionnalité, certes, mais surtout en apport de valeur pour le client. Et ça se mesure difficilement. En tout cas, c'est pas au début du projet que je pense Émilie avait budgété tout cet effort de transformation. Et c'est aussi pour ça qu'on y met du marketing. Pour le coup, c'est pas juste pour se faire plaisir sur un projet. Vous l'avez entendu de la bouche d'Émilie. Ce projet, il est fondamental dans la transformation de la proposition de valeur de la RH dans l'organisation de la Caisse des dépôts. Et donc, travailler sur la vision de la RH, l'ambition et le sens du projet, c'était aussi un des points clés de notre intervention pour vraiment construire tous les messages. Et après, on y rajoute un peu de storytelling. Mais en tout cas, c'est important. Indépendamment de l'accompagnement, peut-être Clara, sur un coût moyen par salarié, est-ce qu'on a des ordres de grandeur sur la durée de vie de la… Ouais, ça c'est… En fait, surtout ce qu'on peut avoir effectivement, c'est un modèle de facturation. Ce qu'il faut savoir, c'est que on va payer donc un build, donc c'est toute la phase qui, chez nous, prend entre 4 à 8 semaines, entre 6 à 8 semaines plutôt, donc toute la phase justement de change, de paramétrage de la plateforme, d'accompagnement sur la création du référentiel, etc. Donc on a ce build et ensuite on a un coût par licence, donc un coût moyen par salarié. Une question de Victor.
qui nous remercie pour le webinaire, qui parle des gaps générationnels. Et ça s'adresse à la fois à Clara, Gabriel, Émilie. Comment est-ce qu'on gère? Est-ce que dans l'adoption de ce genre d'outils, est-ce qu'il n'y a pas un prisme déformant qui serait l'âge ou un gap générationnel? Est-ce qu'on n'a pas des gens plus réfractaires au changement? Alors, on a vu tout le travail de Gabriel pour les engager, on a vu le rôle des ambassadeurs. Comment est-ce qu'on évite d'avoir des gens exclus qui soient à l'extérieur parce qu'ils ont de façon moins forte une adhésion dans l'adoption de ce genre d'outils? Est-ce que je réponde ou que Alors, tout ça, effectivement, on a un peu l'habitude de le voir dans le cadre des projets et c'est pas lié à la Caisse des dépôts, pour le coup, et on le traite dès le début du projet. Donc, je vous racontais tout à l'heure que l'on a travaillé à la fois les messages clés et à la fois co-construit la stratégie de communication et de conduite du changement en s'appuyant sur des focus group. Donc, dans ces focus group, je vous disais qu'on met en place une démarche de marketing. Concrètement, on crée des personnages fictifs mais représentatifs des populations que l'on va trouver chez notre client pour se projeter, réfléchir à son parcours collaborateur, à ses opportunités dans ce parcours, à ses irritants. Et c'est grâce à ça qu'on construit la stratégie de conduite du changement. Et pour le coup, dans cette démarche-là, on prend des personnages qui seront plutôt des personnes réfractaires au changement de par leur maturité digitale. Et la maturité digitale, on la sonde, on l'analyse, on la diagnostique au début de nos interventions. C'est important. Clara, ouais, bon. Exactement. Sur ce sujet, justement, c'est vrai qu'elle est très intéressante, cette question, et elle peut être, je pense, compliquée, surtout parce que on est une plateforme digitale, mais on est aussi surtout une plateforme qui repose sur de l'IA et aussi la gestion des compétences. C'est assez nouveau en entreprise de l'ouvrir aux collaborateurs. Et donc, nous, on a différentes actions qu'on aime bien mettre en place pour permettre en fait de vraiment rentrer au contact avec les collaborateurs et de pouvoir justement rentrer au contact de ceux qui auraient des difficultés ou de ceux qui auraient peut-être qui seraient assez réfractaires, pour vraiment être en transparence avec eux, leur expliquer et du coup un peu tuer ces barrières. On a par exemple un événement qu'on aime beaucoup mettre en place, qu'on appelle l'icebreaker, où en fait c'est un événement digital ou alors en présentiel si on a de la chance, où on va expliquer comment fonctionne l'IA et donc comment fonctionne l'IA dans la plateforme. Et donc, on va expliquer en fait que l'IA, c'est une technologie qui n'est pas du tout nouvelle. C'est pas du tout un espèce de test qu'on fait sur les collaborateurs de la caisse. Au contraire, c'est utilisé dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de domaines, pour beaucoup de métiers. C'est quelque chose d'assez rodé. C'est sur un fonctionnement qui n'est pas si compliqué si on le comprend. Et on explique aussi qu'en fait, l'IA, ça apprend beaucoup de l'interaction du collaborateur. En fait, on essaye vraiment un peu de désacraliser le côté IA, c'est les robots, en fait, comme dans les films de science-fiction. Hein, on explique vraiment ce que c'est pour pouvoir un peu désacraliser et du coup, donner envie d'aller sur la plateforme, mais aussi ne pas effrayer. C'est-à-dire que quand vous utilisez la plateforme, vous ne risquez pas de casser quelque chose ou des choses comme ça. Donc ça, c'est ce genre de petits événements, je pense, qui sont importants sur ces questions de intergénérationnel, de réfractaire. Il faut expliquer aux collaborateurs, il faut leur montrer, il faut être transparent, leur expliquer comment ça fonctionne. Alors, ça nous renvoie aussi à une question d'Éric. Comment est-ce qu'on gère la question du RGPD, du traitement des données personnelles? Parce que c'est aussi un élément pour lequel on peut avoir des réticences, des inquiétudes. Complètement. Alors, sur RGPD, on est une plateforme RGPD compliant. Hein, donc, ça, c'est des sujets qui sont évidemment abordés dans le cadre du contrat et qui sont sur lesquels on est audité. Donc, on est RGPD. Par contre, c'est vrai, et on s'en est rendu compte avec Émilie, que c'est important de le dire aux collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche proactive, d'aller les voir et de leur dire « Ne vous inquiétez pas, on est RGPD compliant, vos données sont protégées, on n'utilise absolument pas vos données pour un autre but que pour votre carrière. » Et c'est important de le dire effectivement. Et on a fait une communication dédiée sur ce sujet quelques semaines après le lancement, notamment pour les rassurer, puisque les collaborateurs, pour remplir plus facilement leur profil, ont la possibilité, s'ils ont un compte LinkedIn à jour, d'aller en fait tout simplement enregistrer le profil LinkedIn qu'ils ont à jour et de le charger dans l'outil. Et puis du coup, ils voient toute leur expérience professionnelle se remplir immédiatement et c'est plus simple. Après, pour revenir peut-être juste sur la question d'avant, je crois qu'il ne faut pas non plus
surestimer le problème intergénérationnel. Ouais. Je crois que les collaborateurs, de par leur pratique personnelle, baignent quand même dans un environnement quand même très digitalisé. La pandémie a été un accélérateur complet. Nous avions un RSE d'entreprise qui a été encore, je dirais, plus utilisé en ces temps. Nous avons aussi changé d'outils collaboratifs pendant la pandémie et donc il y a eu aussi une accélération. On était bien obligé de tout transférer sur cet outil et d'être vraiment en digital. Et globalement, c'est un outil qui est très facile d'utilisation et donc qui ne représente pas un frein dans l'utilisation. Je rappelle juste pour info que la moyenne d'âge de la Caisse des dépôts, c'est 48 ans. Donc, et voilà. Baptiste nous fait remarquer à juste titre que la question de la maturité digitale doit être déconnectée de la question de l'âge. On peut avoir des surprises sur l'ensemble de la population. Je suis mais complètement d'accord avec ça et il ne faut surtout pas que ça soit un frein. Ce qui a été très drôle pendant le pilote, c'est que j'ai un petit peu utilisé mes collègues RH qui sont issus de tout âge, un peu comme cobayes sur l'outil. Au départ, je me suis assise à côté d'eux pendant qu'ils remplissaient leur profil pour voir s'ils rencontraient des difficultés ou non. Et vraiment, je n'ai pas vu de lien avec l'âge du tout. D'accord. Donc, c'est bien de le dire, c'est bien de le rappeler. Et Gabriel sera d'accord, je pense, vous qui passez votre temps à attraire tout le monde. Il n'y a pas de certitude sur le sujet. Je regarde très rapidement. Est-ce que j'ai oublié une question? J'espère que non. Bon, a priori… Ah oui, il y avait une petite question d'Éric qu'on n'a pas posée. Une fois que vous avez choisi l'outil, on vous a vendu l'intérêt de l'IA, vous avez checké en interne avec votre spécialiste de la data scientist. Comment est-ce que et qu'est-ce qu'il vous a fallu pour avoir confiance finalement dans ce traitement des données intégrées? Vous aussi, il y a peut-être une phase d'évaluation, d'acceptation d'utiliser l'IA. Vous avez checké avant. Est-ce que c'est vos data scientists internes qui vous ont finalement rassuré, on y va, il n'y a pas de problème? Oui, alors ça a été effectivement, leur avis a eu du poids dans la décision finale. Ça a été un premier levier important, c'est que eux nous disent, alors non seulement ça répond à la promesse et ce qui est décrit de l'outil, c'est bien ce que l'on voit. Deuxièmement, il y a eu vraiment un partenariat entre l'équipe de 365 talents et nos data scientists. Ils se sont rencontrés, ils se sont vus en réunion, ils ont échangé. On a eu, nous, des data scientists qui les ont un peu challengés sur des sujets et il y avait du répondant en face et une volonté de co-construire quelque chose. Et ça nous amène sur le deuxième levier qui fait que nous sommes dirigés vers un go sur la généralisation. C'est que 365 talents, tout au long de ce projet, nous a parlé de sa roadmap, nous a expliqué les objectifs de développement qu'il se fixait, nous a intégré très rapidement dans une sorte de club utilisateur. Nous avons pu échanger avec d'autres clients et que l'outil, il évolue en permanence. Et ça, en fait, c'est formidable parce qu'on n'achète pas un outil figé. C'est vraiment un outil qui évolue aussi en fonction des problématiques des personnes. Nous avons actuellement une actualité très tournée vers la GPEC et nous travaillons beaucoup avec Clara sur ce sujet-là. Donc, Clara, il y a une logique de co-construction pour vous, pour l'utilisateur, pour la communauté finalement des entreprises. Oui. Ouais, on aime beaucoup la co-construction, effectivement, et on privilégie le contact avec nos clients, le retour d'expérience, le retour aussi des utilisateurs. C'est quelque chose qui nous fait beaucoup grandir et on apprécie énormément. Merci beaucoup. Mais écoutez, je vois que le temps tourne, mais je pense qu'on a été dans le respect du timing jusqu'à ce moment et je crois n'avoir oublié aucune question. Alors, il me reste à vous dire un grand merci. D'abord, merci à vous, Émilie, parce que merci d'être venue en toute franchise poser avec nous cette histoire quand même plutôt intéressante, passionnante. Je suis sûr que vous avez enrichi nos participants et puis ça inspire dans cette logique de co-construction qu'évoquait Clara. Quand vous prendrez des décisions dans vos entreprises, d'investir dans des démarches de ce type, de s'enrichir de finalement cette expérience. Et merci à vous. Merci à vous. Pour le partage. Merci bien sûr à Clara pour son expertise. Merci de parler un peu et de lever les coulisses, de lever le voile sur les coulisses. Et puis merci à Gabriel pour cette expertise du marketing qui peut être négligée et qui peut être quand même aussi une condition de non-réussite et d'échec de ce type de projet, tout simplement parce que, oui, on a pu engager les early adopters, oui, l'outil était bon, oui, la RH avait la volonté stratégique, mais si ça n'a pas innervé l'ensemble de l'organisation,
eh ben, on n'atteint pas les niveaux ou la taille critique qui permet d'avoir un outil pertinent. J'ai presque envie de dire, Émilie, rendez-vous peut-être dans un an et demi pour voir ce que ça a donné concrètement sur les mobilités dans la maison. Jusqu'où vous avez été dans l'extension? Ça serait intéressant de voir aussi le taux d'adoption chez les gens, les alternants par exemple, chez les gens en contrat, en CDD et qui peut leur permettre finalement de consolider leur lien avec votre maison. Ça sera intéressant de le voir dans 6 mois, 1 an. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Clara, Gabriel, Émilie. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, comme je vous le disais, nous aurons là le REX élargi, nous dit Jean-Baptiste, très justement. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Et bien évidemment, tout ça sera disponible en replay. Excellente journée à vous et au plaisir. Merci. Sur vos prochains projets RH. Merci à tous.